Je Tu viens recommence. de couper l'enregistrement. Allez, c'est reparti si vous voulez bien. Donc, rebonjour à tout le monde. Aujourd'hui, donc, on va faire le point sur un thème qui nous est cher, c'est accueillir le handicap en entreprise. Donc, nous avons la chance d'avoir Mireille et Céline. Je vous laisse tous les deux vous présenter si vous voulez bien. Eh bien, bonjour, Mireille Cher, donc fondatrice d'un cabinet à Lyon, spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, cognitif et des entreprises qui vont les accueillir, ainsi que des organismes de formation. Super, merci beaucoup Mireille d'être présent pour cet atelier qui est ton cœur de métier, donc c'est super. Et Céline? Bonjour, moi je suis Céline Lager, je suis directrice générale d'une entreprise industrielle qui s'appelle Stern dans le Vaucluse et qui est labellisée Positive Workplace depuis l'année dernière, je crois. Oui, c'est de 2021 avec 2 étoiles. Et la RSE, c'est un thème majeur chez nous. On en faisait sans le dire. On a décidé de se labelliser pour faire un peu plus de bruit autour de ça et montrer les bonnes pratiques et un peu essayer d'être un peu exemplaire en l'occurrence. Et le handicap me tient vraiment à cœur en l'occurrence. Effectivement, et on va voir pourquoi. Merci beaucoup. Je laisse la parole du coup à Thomas qui est aujourd'hui animateur de notre communauté. Enchanté, bonjour à tous. Je vais introduire rapidement le thème. Je commence par enfoncer des portes ouvertes, mais le handicap prend de nombreuses formes. On n'est jamais vraiment à l'abri. Donc, le handicap auditif, cognitif, déficience intellectuelle, psychique, voilà, ça peut nous arriver aussi, douleur lombaire, accident de la vie, maladie professionnelle, cancer. En fait, chacun d'entre nous peut un jour être concerné par le handicap ou la maladie. C'est vrai que quand on pense au handicap de base, on pense au handicap physique, alors que finalement, en fait, il concerne près de 5% des situations. Alors, et 80% des handicaps sont invisibles. Et je crois que c'est seulement 15% des personnes handicapées qui le sont depuis leur naissance ou avant leurs 16 ans. Ça veut dire qu'en fait, de nombreux handicaps en fait, se déclarent à l'âge adulte, notamment durant la carrière professionnelle. Et c'est pour ça que c'est un enjeu aussi pour les entreprises aujourd'hui d'arriver à les inclure ou de s'adapter quand un salarié rencontre une difficulté de ce type. Donc, pourquoi aussi c'est un enjeu pour les entreprises? C'est parce que tu peux passer… Voilà. C'est d'abord parce que c'est un enjeu de performance. La diversité des profils, bon, encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça rend l'entreprise plus performante. Hein. Recruter des travailleurs handicapés, ça offre aux entreprises la possibilité tout simplement d'accroître ses chances en fait, de trouver des travailleurs, des candidats compétents. Voilà. Ça peut également favoriser l'innovation parce qu'en repensant le poste, en l'adaptant, on peut en faire profiter tous les salariés et augmenter la productivité de l'entreprise. C'est aussi un enjeu de marque employeur, parce qu'un recrutement inclusif, ça démontre l'ouverture d'esprit de l'entreprise sur le plan humain, ça favorise la coopération, l'esprit d'équipe, l'engagement des salariés. Donc, ça améliore à la fois votre image en interne, mais aussi auprès des clients, des partenaires. Donc, ça permet de valoriser vraiment sa marque employeur. Et puis, c'est aussi une obligation légale, hein, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, la OETH. Toute entreprise de plus de 20 salariés doit employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6% de l'effectif total. Donc, il y a plusieurs manières de gérer cette obligation. Nous, on pense que le recrutement inclusif, c'est quand même une solution qui est efficiente, qui est complémentaire au processus spécifique, mais qui permet de multiplier les embauches sur les postes recherchés, donc de diminuer, voire de supprimer en fait, toute contribution financière qui pourrait être liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, il y a 2 manières. Soit est-ce qu'on peut les embaucher en propre chez nous, en CDI. Pour ça, il faut toujours vous rapprocher de l'AGFIF. On peut aussi, une des manières de répondre à l'obligation, c'est de les employer de manière indirecte en faisant appel à des entreprises du secteur protégé. Donc, il y a les entreprises protégées, EA, les établissements de services d'aide par le travail, les ESAT. On peut aussi, depuis 2016, faire appel à des travailleurs handicapés indépendants. Voilà. Donc, généralement, ces entreprises, vous les avez soit pour l'achat de fournitures, pour les panneaux solaires, par exemple, ça se fait énormément, ou alors pour sous-traiter certaines tâches. On peut aussi embaucher, donc, comme je disais, les embaucher eux-mêmes dans son entreprise, auquel cas, moi, je vous propose de vous rapprocher plutôt de l'AGFIF parce que vous pouvez aussi avoir de nombreuses aides financières alors, sur différents sujets. Hein, ça peut être la formation, l'aide à l'accueil, à la formation, à la mise à niveau d'un poste qui est plus adapté quand le salarié rencontre se retrouve en situation de handicap de manière fortuite. Voilà, donc ça, c'est les différents. Je vous ai mis à droite les différents quand même organismes qui peuvent vous donner à la fois de l'info et aussi de l'accompagnement sur ces différents sujets-là. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux.
Mais bon, on est ici pour voir vraiment comment mettre en place, comment accueillir véritablement le handicap dans son entreprise et pas simplement répondre à une obligation légale, hein. Donc, ça passe, comme toute politique un peu qui va être réussie en entreprise, ça passe par l'élaboration d'une stratégie qui est globale, cohérente, qui est pensée, et ça passe d'abord par une analyse de l'existant. Il faut se poser les bonnes questions. Comment est-ce que votre entreprise elle se situe par rapport à l'obligation d'emploi? Est-ce qu'elle emploie déjà des travailleurs handicapés? Est-ce qu'elle a déjà de l'expérience dans le maintien de l'emploi après un handicap, enfin après une situation qui est de handicap? Est-ce que vous sous-traitez déjà ou travaillez déjà avec le secteur protégé? Voilà, l'analyse de cette situation, déjà, elle va permettre d'identifier vos objectifs et vos différents leviers d'action pour ensuite arbitrer. Donc, c'est-à-dire quelles sont vos priorités stratégiques? Est-ce que vous préférez recruter, accueillir des stagiaires, préserver l'emploi de vos salariés ou plutôt sous-traiter avec un ESAT ou une EA? Voilà, il y a autant de réponses en fait que de questions. Et donc, c'est là où, en fonction de vos besoins et de vos contraintes, vous allez hiérarchiser ces différents axes de progrès. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important, c'est la sensibilisation des collaborateurs. Quel est l'état d'esprit de vos salariés vis-à-vis du handicap? Est-ce que vous avez déjà abordé le sujet avec les représentants du personnel? Voilà, parce que la mise en place d'un plan d'action, elle passera nécessairement par une sensibilisation des équipes et puis par un dialogue social aussi, hein. Voilà. Et puis ensuite, très important, chez nous, on pense ça, c'est de désigner une personne référente. Parce que, enfin, désigner ou la recruter, hein, d'ailleurs, mais un référent handicap qui sera sensibilisé sur le sujet, qui sera formé sur le sujet. Ce sera indispensable pour mettre en place un plan d'action concret. Et on conseille même que le référent ne soit pas le manager direct de la personne. Ça peut paraître être anecdotique, mais c'est relativement important dans les relations qui peuvent se créer avec justement ces salariés-là. Exactement. Je peux passer à la slide. Donc, ce référent handicap, il a plusieurs rôles, hein. Il va organiser la prise en compte du handicap dans le processus de recrutement, d'intégration. Comment est-ce qu'on fait des offres d'emploi inclusives? Comment est-ce qu'on donne les bonnes informations à ces personnes-là? Comment est-ce qu'on les informe, on les oriente, on les accompagne, en particulier à certains moments clés, donc quand ils rentrent dans l'entreprise, quand ils rentrent en formation, quand ils reviennent après un long arrêt de travail, quand l'organisation de la structure évolue, comment est-ce qu'ils évoluent avec eux? Voilà, le référent, il va aussi sensibiliser, il va outiller les acteurs internes au recours aux organismes externes, notamment du secteur protégé, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Voilà, il communique aussi en interne sur le plan d'action handicap, sur les résultats. Il assure une veille aussi technique, hein, juridique sur ces sujets-là. Il communique aussi vers l'externe et surtout, ce qui est important, c'est pour nous, c'est qu'ils construisent et qu'ils pilotent un plan d'action global avec des objectifs, des indicateurs et un budget qui est défini. Voilà, écoutez, je pense que j'ai introduit rapidement le sujet. Oui, on pourrait effectivement y passer beaucoup de temps, mais merci beaucoup Thomas pour ce rappel des grandes règles, hein. On n'a pas choisi Céline par hasard aujourd'hui. Merci encore Céline d'être présente et de pouvoir témoigner. On va te laisser présenter effectivement ton activité et puis comment c'est géré au sein de Stern. Et on vous a prévu une petite surprise de taille à l'issue de la présentation de Céline, puisque on se disait que parler de travail en situation de handicap, c'est bien, mais les faire témoigner, c'est encore mieux. Et donc, je remercie déjà toute l'équipe de Stern qui a pu travailler sur cette petite capture vidéo que vous allez pouvoir visionner après l'introduction de Céline. Donc, du coup, Céline, je te laisse reprendre la main, si tu veux bien. Merci beaucoup. Du coup, tu m'affiches les slides et je réponds. Eh bien, voilà, je suis à ta disposition. Merci, Jean-Marie. Donc, Stern, effectivement, c'est une société que j'ai cofondée il y a 26 ans, en 1996. On était installé à Cavaillon, dans le Vaucluse, donc c'est le sud de la France. On est très spécialisé dans la fabrication et la conception d'ensembles à partir de bases élastomères, mais en particulier des silicones, puisqu'on transforme à 99% des silicones. On a une usine de 4000 m², dont 700 m² de salle blanche, qui sont classés de ISO 6 à ISO 8 et dans lesquels on fabrique en particulier des dispositifs médicaux, puisqu'on travaille beaucoup dans le secteur médical, c'est plus de 50% de notre chiffre d'affaires, et on fabrique notamment des produits implantables
et entre autres des composants de la prothèse Carmat, du cœur artificiel du Carmat en fait. C'est juste pour dire un petit peu. Donc on est certifié qualité aussi, outre labellisé RSE, mais on a aussi les certificats qualité en ISO 9001 et ISO 13485 pour les dispositifs médicaux. Voilà. Et alors on a 65 salariés. Parmi ces salariés propres, on a 7 personnes en situation de handicap. L'âge moyen, c'est 44,7 ans. Ça s'aggrave toujours un petit peu, mais parce qu'on a peu de turnover aussi. On n'est pas tout à fait à la parité, puisqu'on a 43% de femmes et 57% d'hommes, mais on y travaille quand même. Parmi ces personnels handicapés, il y a 3 personnes qui sont au service administratif, dont une qui a été reclassée, puisqu'il était en prod, et puis on l'a reclassé à l'ordonnancement, en l'occurrence, et 4 personnes qui sont en production. Mais en sus de ça, on a 9 personnes en permanence qui sont en portage d'une entreprise de travail adapté qui est à 500 mètres de chez nous. C'est nos voisins avec qui on a une relation très, très étroite, en fait. Donc, outre qu'on ait des personnes en portage chez eux, ils nous font aussi beaucoup de boulot en sous-traitance et même du boulot pour des clients à nous qui leur confient aussi du boulot. La majorité des personnes qu'on a embauchées et qui ont une reconnaissance de travailleurs en situation de handicap, c'est des gens qui travaillaient chez nous en portage de l'ESAT, justement, et qu'on a fini par salarier. Et là, ce mois-ci, on en salarie un de plus, en fait. Enfin, c'est toujours un dialogue parce que tout le monde n'est pas... Ils ne sont pas tous partants ou ils n'ont pas tous envie d'être salariés d'une société ordinaire. En l'occurrence, ça les sort un peu de leur zone de confort. Donc, il y en a qui ont toujours refusé, même si on continue à leur proposer, mais ils continuent à refuser. Mais pour autant, ils sont là depuis des années, parce qu'on est arrivé dans ce... Pourquoi on est arrivé à avoir ce temps d'échange avec des travailleurs handicapés? Quand on est... En 2005, on cherchait un bâtiment, et celui qu'on occupe aujourd'hui, qu'on a acheté d'ailleurs, il était occupé par une société de travail adaptée et qui venait d'être laissé tomber par une autre entreprise qui était un sous-traitant d'automobile, donc qui se retrouvait avec une quinzaine de personnes en situation de handicap sur les bras et plus rien à leur faire faire. Donc, on a vite discuté et puis on s'est dit, d'accord, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On a installé nos machines là et on a fait travailler, on a formé ce personnel-là sur nos machines, à nos métiers. À l'époque, ils étaient encadrés par un encadrement de l'ESAT qui finalement, après, n'a pas été renouvelé parce que ça n'avait pas vraiment de plus-value en fait et que notre idée, c'était vraiment de travailler en milieu ordinaire et c'est exactement ce qui se passe. Donc, on a ces personnes-là qui sont chez nous depuis 2005, un certain nombre, dont André, dont vous allez voir le témoignage qui, même si moi je connaissais déjà l'histoire d'André, bien sûr, mais il la raconte si simplement et il a vraiment ouvert son cœur, c'est plutôt très touchant en fait. Mais du coup, André, c'est un exemple, mais donc il y en a plein d'autres parce que je vous dis, il y a des gens qui sont en portage chez nous depuis 2005. Pour autant, ils ne sont pas salariés chez moi, mais c'est comme s'ils travaillent à temps plein pour Stern, en fait. Donc, ils font vraiment partie de la boîte, de l'équipe, même si ce n'est pas nos salariés. Et comment dire, ils sont tous très, très bien acceptés, très, très bien intégrés, en fait. Il y en a qui ont évolué, il y en a qui ont pris des postes d'adjoints aussi, leurs responsables. Il y a des personnes qui sont en portage ici, dont même les dirigeants de l'ESAT nous disent écoute, moi, quand il était chez moi, et pour ainsi dire, il était assis dans un coin de l'atelier toute la journée et on n'arrivait rien à en faire. Et chez nous, mais ils ont des tâches qu'ils ont l'habitude de faire et qui font très bien. Je suis vraiment désolée. Pas de souci. Et ils se révèlent et surtout, je pense qu'ils s'accomplissent. Ils s'accomplissent, exactement. Et ils sont très, très fiers. Très bien. On va te laisser reprendre ton souffle, Céline.
Et on va vous partager justement cette courte vidéo hein, qui a été réalisée par les équipes justement de Stern. Normalement, vous devriez entendre le son et on va vous laisser, on va laisser les principaux concernés s'exprimer. Ah, peut-être que, excusez-moi, je suis avec mon kit. Attendez, je suis désolé, c'est un petit souci technique. J'ai mon kit main libre, ça vient direct sur mon kit. Hop. On n'a pas là, hein, le son. Je vais mettre play. Allez. Ouais, il faut juste que tu appuies sur play, je pense. Ah. On a perdu ton partage. On a perdu Charles. Et hop. Je vais pouvoir la mettre, sinon moi. Hop. Et Charles, on ne t'entend plus. Ouais, il n'est plus là. Écoutez, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez? Oui. Ben, écoutez, normalement, vous me dites si vous entendez. Non. Vous entendez? Non. Hop. Et ben, c'est les aléas du direct, comme on dit. Désolé. Bon, là, vous m'entendez ou pas du coup? C'est bon? Oui. Oui. Je suis désolé, c'est le kit Mali qui a fait décoder tout ça. Hop. Ok, tu veux que je te rende la main? Non, vas-y, parce que si tu arrives à la présenter, c'est mieux, parce que je sais pas, quand j'ai enlevé mon kit Mali, ça n'a pas fonctionné. Alors, vous allez me dire si vous entendez le son. Non. Non, pas de son. Ah. Bon, bah, Charles, je vais te laisser le refaire. Ça arrive, hein. Désolé, encore. Hop, est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Oui. Allez, super, voilà, ça va fonctionner. Encore désolé pour ces aléas. C'est la technique qui parfois nous fait défaut. Allez, ça va fonctionner, il n'y a pas de problème. On est reparti. Bonjour André. Bonjour. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être en quelques mots? Alors, je m'appelle André Bérard, j'ai 49 ans, je suis papa de petites filles. Je sors de l'EMS, Oui. dans le service, depuis 12 ans, je suis ici, chez Stern. Donc, avant, moi, je sortais d'un accident de brûlure au 2e degré. D'accord. Et du coup, l'État m'a fallu des années pour m'en remettre, avec des kinés, de la psychiatrique, des médecins spécialisés, parce qu'il y a eu des comas, il y a eu 6 mois de coma. J'étais à 2 doigts de la paralysation, en fin de compte. Je devais me faire greffer, les deux médecins m'ont dit ça va, on a mieux. Et la veille, j'ai recommencé à marcher. D'accord. J'ai une étoile qui m'est tombée dessus. C'est parfait. Et tu as pu reprendre donc J'ai pu reprendre des activités petit à petit, pas à plein pot parce qu'il me fallait du temps pour m'en remettre. J'avais comme les kinés des mains, il fallait que je travaille pour apprendre à écrire, il fallait que je reprenne ma mémoire, il fallait que je retravaille tout ça. Et les beaux jours m'ont fait que j'ai un peu la volonté aussi de l'avoir voulu parce que mentalement, j'étais en train de me battre pour éviter le fauteuil roulant. Donc, ça a été chaud. Ça a été chaud. Et du coup, tu as intégré. Donc, j'ai intégré Stern en 2011. Ouais. Et depuis, ils m'ont signé un CDI. Et donc, tu fais partie de la famille. Voilà, je fais partie de la grande famille. La grande famille de Stern. Et qu'est-ce que tu fais chez Stern alors? Alors, je travaille dans le silicone au moulage. Oui. Donc là, je viens de finir une commande des élastiques pour les avions aéronautiques. J'ai une autre commande qui m'attend. D'accord. Et donc, tu es passionné par ton métier? Voilà, je suis passionné, ça me change.
C'est pas le métier que je voulais faire, mais ça m'a changé complètement. Ça t'a changé complètement. Voilà. D'accord. Et tu es content donc d'être. Oui, je suis heureux. Donc, après, j'ai un travail, je vois mes enfants, j'apporte à mes enfants. C'est Parfait. la belle vie pour C'est moi. la belle vie pour toi. Ben, c'est parfait. Et alors, comment se déroule une journée pour toi? Alors, une journée, moi, ça commence. Bon, j'arrive à 7h30, je bois mon café, après, je fais à 8h. Donc, je prépare ma machine. Je fais ma vidange pour la matière qui est cuite automatiquement, que je l'enlève parce que sinon, les pièces ne se font pas. Et du coup, après, je mets mon savon pour pas que les pièces collent. Et de là, j'envoie le cycle normal. D'accord. Donc, j'en fais 1000 par jour. D'accord. 1000 à 1100, ça 1000 dépend. et 1100 selon les premiers temps. D'accord, très bien. Et comment ça se passe au quotidien avec tes collaborateurs? J'ai pas de passe bien? mauvaises ententes. Il y a des rigolades, il y a du parler, il y a des conseils, on est là pour ceux qui ont besoin, parce qu'on travaille aussi avec des gens de l'EMS. Et du coup, quand ils sont embêtés, on peut intervenir parce qu'on nous a appris à remettre la machine en route. D'accord, donc tu peux Donc, apporter tes conseils, voilà. Et je peux faire aussi les remplacer quand il le faut, si on a besoin. Très bien. Et qu'est-ce qui te plaît le plus alors dans ton métier aujourd'hui? Moi, c'est ce que j'ai appris, c'est d'après le métier que je voulais faire quand je suis horticulteur, ça a complètement changé l'idée. Parce que j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler de l'hystécole, mais moi, le hystécole m'a vraiment apporté beaucoup. J'ai découvert comment était la matière, comment ça se fabriquait, le monde du silicone. Voilà, le monde du silicone que je ne connaissais pas. Et du coup, voilà. c'est devenu passionnant. C'est devenu une passion. D'accord, c'est super. Merci pour ton témoignage, André. Merci. Bonne journée. Merci. Je reprends la main. Merci beaucoup à Stern d'avoir fait cette vidéo. Je trouve que ça fait du bien, non, de voir d'autres personnes que des gens en col blanc, cadre, bac+5, qui parlent d'inclusion, non? Voilà, c'était le témoignage que je trouvais vraiment passionnant, enfin vraiment véridique, et c'est ça qu'il faut qu'on se rapproche dans la RSE. Hein. C'est bien de faire des belles communications, c'est bien de prendre des engagements, mais on travaille aussi et surtout pour ça, quoi. Donc, merci beaucoup d'avoir pu donner la parole. Ça aurait été bien aussi de pouvoir le faire témoigner en direct. Pour la question technique, c'était un peu plus compliqué. Ouais, c'était compliqué. Mais en tout cas, merci. Et puis, il aurait été moins à l'aise quand même. Là, il était très content de le faire et on n'a pas forcé. C'est sorti naturellement. Il n'y a aucun montage en fait. C'est vraiment en direct. Je pense que ça aurait été plus compliqué. Ouais. Mais oui, c'est un très très bel exemple et c'est très gratifiant en fait de le voir si bien dans sa vie en fait. D'ailleurs, il a même plus de tuteur ni de tutrice en fait, donc il est redevenu complètement autonome aussi, André. Donc c'est vraiment et puis il est vrai ce témoignage. Voilà, c'est pas. Ouais. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Mireille. Excusez-moi, je passe le slide. Donc on va laisser la parole à Mireille aussi, qui connaît bien le sujet, très bien. Mireille, est-ce que tu peux du coup un peu présenter tes activités et tu me dis clique quand il faut que je clique. Ça marche. Donc, effectivement, j'ai créé le cabinet Sonki RH en 2011 à Lyon. Donc, vas-y, tu peux cliquer. Donc, je suis Mireille Cher, consultante, formatrice, coach. Et j'ai créé ce cabinet, tu peux cliquer, au service de l'emploi, par la formation des employeurs, l'accompagnement des candidats. Donc, je travaille pour de nombreux acteurs, notamment au public, parapublic, et également des entreprises, des organismes de formation. Nos axes d'intervention, d'une part, c'est effectivement du côté des managers, des référents handicap, comment accueillir des collaborateurs porteurs de handicap psychique, comment les recruter, comment les intégrer, comment aussi les repérer, avec quels partenaires travailler. Et puis, j'ai une spécialité concernant les personnes autistes. Et donc, je peux effectivement les préparer à l'emploi et les accompagner dans l'emploi. Donc, tu peux cliquer. Comment ça se passe? Je vais beaucoup utiliser les outils du coaching, par exemple, le coaching collectif, coaching individuel. Et puis, dans le monde de l'autisme, on parle aussi de job coaching.
avec des équipes de partenaires. Moi, c'est un petit cabinet conseil à Lyon avec toute une équipe de partenaires. Ces actions de coaching vont pouvoir être menées, notamment en ce moment, on travaille beaucoup dans le milieu de la formation au métier du numérique. Donc, on accompagne des gens en reconversion dans les métiers du numérique. Vas-y. Dans ces actions, on va aussi, donc on va utiliser, vous le voyez sur la première image, il y avait du dessin, le blason, qui est un outil bien connu dans le monde du coaching. On va utiliser des actions de team building comme le marshmallow contest, et puis aussi on va utiliser la redynamisation par le sport, ou également, vas-y, les visites d'entreprise. Dans beaucoup d'actions qu'on a montées, c'est un point essentiel quand on accompagne les publics en recherche d'emploi et notamment les personnes en situation de handicap, c'est de les accompagner, de les aider à franchir ou refranchir la porte des entreprises pour se rendre compte qu'effectivement les employeurs sont des êtres humains comme eux et qu'on peut donc discuter avec eux. Tu peux cliquer. Donc, on a effectivement de belles réussites. Là, je vous ai mis une photo de José, dont on a découvert à la base. Donc, lui, il avait une RQTH pour un problème de dos. Il ne pouvait plus faire son métier de chauffeur-livreur. Et puis, au fil des semaines, vous voyez à gauche, c'est une image de quelqu'un qui n'est pas très soigné, qui n'a absolument pas conscience de ses forces. Et puis, au dernier jour de l'action, on avait des simulations d'entretien et vous voyez un autre homme. Et c'est grâce au travail qu'on a fait avec lui et au fait qu'on l'a vu sur plusieurs semaines et on a pu découvrir peu à peu qui était vraiment José. Tu peux cliquer. Côté entreprise, côté organisme de formation, on va notamment développer des formations et comme vous le voyez, on va carrément créer des outils pour animer ces formations, pour scander ces formations. Et là, donc, grande nouveauté, on est en train de sortir, on a créé un jeu qui s'appelle Chatypique et qui a pour objectif effectivement d'aider les employeurs, les managers à comprendre effectivement ce que ça veut dire d'avoir un collaborateur autiste et de comment l'accompagner. Et donc, tout ça nous a permis effectivement cette année de candidater à la labellisation pour Positive Workplace. Et nous aussi, nous avons le plaisir d'avoir 2 étoiles pour l'instant, avec des beaux axes de progression. Voilà. Super. Donc, si je comprends bien, on est de l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap pour la recherche d'emploi jusqu'à l'inclusion dans l'entreprise et leur performance finalement. Leur performance, effectivement, et l'accompagnement des équipes qui vont les accueillir, puisque accompagner, préparer la personne, c'est une chose, préparer le manager, c'est une deuxième chose, mais aider l'équipe à trouver un nouvel équilibre aussi, parce que souvent, la personne en situation de handicap va arriver avec, certes, des lacunes. Par exemple, ça, Céline pourra le confirmer, il va falloir effectivement adapter les postes en fonction des besoins de la personne, mais elle va aussi avoir beaucoup de force et d'atouts, et c'est là-dessus effectivement qu'il va falloir s'appuyer. Et notamment, Céline en a déjà parlé rapidement, on va trouver chez ces personnes, si elles se sentent bien accueillies, une très forte loyauté et une envie de rester en poste. Donc, si votre objectif est de réduire votre turnover, recruter des personnes en situation de handicap contribue à cet objectif-là. Je vais enlever le partage d'écran, excusez-moi, on va partir plus sur des échanges. Nous, en tant que label, quand on aborde le sujet du handicap en entreprise, j'ai quasiment systématiquement la même question, c'est « mais nous, on veut bien, mais on ne trouve pas ». Ça, c'est la question de base. Concrètement, comment, que ce soit Mireille ou Céline, vous pourrez répondre à ces interrogations qu'on a constamment? Alors moi, pour moi, c'est très, très facile. Je pense qu'on a tous, quelle que soit l'entreprise et où qu'on soit situé, des ESAT, des CAT autour de chez nous et qui sont très, très demandeurs de travailler avec des entreprises et de créer un vrai tissu économique et social sur le territoire. Et moi, en particulier, vraiment, on travaille mais très, très proche avec l'Uberon multiservice et les ateliers du Uberon. C'est tout un ensemble, c'est à la fois un ESAT, un CAT, un atelier protégé. Et puis, et c'est eux, ils ont fait même des recrutements pour nous parce qu'ils savent exactement
quel profil on peut rechercher, de quel profil on peut avoir besoin. Donc, moi, je travaille très, très étroitement avec ces équipes-là. Et c'est très porteur, ils sont très contents. Nous, on est aussi, on se connaît très bien, on fait beaucoup d'événements conjoints. Et enfin, pour moi, c'était la meilleure porte d'entrée. Après, là, dernièrement, on a fait aussi appel à un cabinet de recrutement spécialisé dans le personnel handicapé parce qu'on recherchait quelqu'un au BE. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas chercher là-dedans. Et on a recruté un jeune qui a une déficience visuelle, donc aménagement du poste, etc. Mais du coup, c'était un cabinet spécialisé aussi. Donc, En fait, il y a plein de moyens. C'est facile de trouver comment travailler avec… Alors, donc, bureau d'études, ça veut dire qu'il utilise un ordinateur pour travailler, c'est ça? Exactement, tout à fait. D'accord, Donc, on lui a aménagé son poste avec l'AGFIP qui a financé ça, avec une loupe spéciale, des écrans spéciaux, un clavier rétroéclairé, etc. Et puis, et voilà. Et je suis très contente qu'on ait réussi ça aussi. Voilà. Donc, ton conseil, c'est quoi? On fait un mail à l'ESAT, on va les voir, on les appelle? On va les voir, en fait, déjà parce que c'est bien de connaître ce qui se passe autour de chez soi, et c'est bien de se connaître entre soi. Donc, on va les voir et on leur dit de venir voir ce qu'on fait, en fait, et eux ils vont comprendre quel profil ils peuvent amener, etc. Et je pense que, pour nous, ça a été très facile de commencer comme ça et très à l'aise, et parce que pour mon personnel aussi, ils ont vu d'un coup un certain nombre de personnes en situation de handicap. Et ça s'est très bien intégré. Et maintenant, pour nous, c'est naturel. Donc, je n'ai pas de référent handicap, mais peut-être c'est un tort, mais pour l'instant, globalement, vraiment, la question ne se pose pas parce que c'est vraiment naturel. André, tout ce qu'il vous a raconté, on ne lui a rien écrit. C'est lui qui a parlé avec son cœur, ses mots, etc. Et donc, effectivement, tout le monde comprend qui a plus besoin de quoi, qu'est-ce qu'on peut lui faire faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas lui faire faire, qu'est-ce qu'on peut lui demander aux uns aux autres. Et puis André, du coup, c'est marrant parce qu'il n'est plus donc salarié de l'ESAT, c'est notre salarié. Et du coup, maintenant, il se sent aussi un petit peu référent et à devoir aider, assister ses collègues qui sont en portage du CAT, en fait. Donc, c'est une bonne combinaison des choses, je crois. Alors ça fonctionne plutôt très bien dans le monde de la production. Dans le monde du service, c'est peut-être un peu plus compliqué. Est-ce que Mireille, toi qui as quand même l'habitude de travailler aussi avec peut-être plus le monde du service, si je ne dis pas de bêtises, Oui. est-ce que tu aurais aussi d'autres axes ou d'autres idées ou d'autres pratiques pour pouvoir Oui. identifier et intégrer et accueillir ces personnes-là? Effectivement. Donc, déjà, on peut diffuser des annonces Handi accueillantes. Dans ce cas, Pôle emploi conseille d'écrire à compétences égales, une attention particulière sera apportée aux personnes en situation de handicap. Donc, on peut orienter ces offres de cette manière-là. On peut s'adresser au Cap emploi. On peut s'adresser aussi à des… Alors, oui, depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, il y existe des entreprises adaptées de travail temporaire. Et puis, il existe les entreprises adaptées. Moi, je suis sur Lyon. Sur Lyon, vous avez par exemple une société qui s'appelle HandiShare. Et donc, il y a une branche où ils font du travail… Ils réalisent des missions pour les entreprises. Ils peuvent aussi envoyer leurs salariés en portage dans l'entreprise, comme c'est fait également par les ESAT pour, par exemple, Stern. Et ils peuvent aussi, par le biais de l'entreprise adaptée de travail temporaire, déléguer du personnel et ensuite aussi accompagner les gens dans des CDD tremplins. Donc, ça peut être de s'adresser à ce type de structure, sachant que les EATT sont territorialisés. Voilà, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi, sur le champ de l'autisme notamment, mais aussi sur le champ du handicap psychique, des structures qui font ce qu'on appelle du job coaching, de l'emploi accompagné. Ça s'appelle exactement les services emploi accompagnés. C'est des structures, une partie des structures sont désignées par la GFIP, sont financées par la GFIP. Et donc, par exemple, toujours à Lyon, ça va être, donc sur le Rhône, ça va être l'ADAPT qui accompagne des gens en situation de handicap, précisément d'autisme, vers l'emploi. Donc là, effectivement, on peut leur dire, tiens, moi j'ai telle offre, est-ce que vous auriez un candidat qui répond à ça ?
Et il y en a d'autres, comme toujours sur Lyon, il y a Messidor et l'ADAPI, par exemple, qui ont développé leurs propres services en interne, qui commencent à rencontrer des problématiques de financement parce qu'ils étaient en autofinancement. Mais voilà, ils ont aussi ce type de service, des associations type Speedjob. Donc, il y a effectivement un travail de terrain à faire, de repérage sur le terrain. L'idée, effectivement, c'est par rapport à ces besoins de recrutement. Là, Stern, c'est un besoin en production. Et bien, ils travaillent avec les aides d'à côté et comme l'a dit Céline, ils vont le rencontrer. Ouais. Ils se connaissent bien. Ils vont se visiter les uns les autres. Si je résume, c'est une démarche qui doit être proactive. Oui. Concrètement, moi, toute ma carrière aussi, j'ai toujours mis dans mes offres d'emploi handicap bienvenue et concrètement, je n'ai jamais eu le moins de CV de personnes en situation de handicap volontairement, on va dire. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller se rapprocher finalement de ces parties prenantes proches pour aller identifier les pistes de collaboration. Passons l'étape du recrutement. Du coup, vient la phase peut-être d'intégration et de pré-intégration. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des bonnes pratiques, des idées, des remarques, des process que vous avez vu, soit toi, Mireille, installer dans des entreprises, proposer à des entreprises, ou soit toi, Céline, organiser pour qu'on puisse, je dirais, favoriser dès le premier jour jusqu'à la fin de sa collaboration, mais au moins les premières semaines qui sont clés quand on intègre une entreprise. Est-ce que vous avez des idées, justement, ou des bonnes pratiques? Alors, moi, pour ma part, en l'occurrence, on a déjà une procédure d'intégration des nouveaux arrivants de l'entreprise avec un parcours d'intégration d'une semaine au moins qui passe par tous les services, etc. Donc, tu arrives, tu n'es pas déjà sur ton poste, mais tu fais le tour de tous les services. Même procédure que pour tout le monde. Voilà, même procédure que pour tout le monde. Et parce que nous, notre vision, c'est vraiment le milieu ordinaire, en fait. Donc, en fait, c'est pas qu'on n'y fait pas, on fait pas attention, parce que forcément, on adapte les postes et les cadences au handicap, mais sinon, on fait pas un traitement vraiment à part, et c'est vraiment du milieu ordinaire, en fait. Voilà. Mais on est très attentif à l'intégration d'une manière générale, quels que soient nos salariés. Donc, on avait des vrais parcours d'intégration un peu longs, en fait. Vous avez des problématiques de production aussi, quand même, de qualité, surtout ces Oui, produits d'ordre oui, mais du coup, alors quand Mireille le disait, franchement, effectivement, sur la fiabilité des personnels en reconnaissance de travailleurs handicapés, sur leur implication, c'est phénoménal. Je vous assure que la majorité, ils embauchent à 8 heures, à 7h15, 7h30, ils sont tous là très en avance, en fait. Voilà. Et ils sont très attentifs à ce qu'ils font, en fait. Je pense que c'est une reconnaissance pour eux aussi d'être aussi en milieu ordinaire et de se dire que, mais pour la majorité, vraiment, André, c'est un exemple, c'est un très bon exemple, mais pour plein d'autres, ils ont retrouvé, entre guillemets, une vie normale, même si je ne sais pas ce que ça veut dire normal, mais en tous les cas, que eux, dans leur tête, une autonomie, etc. Voilà. On touche quand même du doigt un point hyper important qui peut être quand même le fil conducteur de cet atelier, c'est que finalement, on réduit fortement aussi le turnover. On peut avoir peut-être évidemment des productivités qui ne sont pas aussi hautes qu'une personne qui ne l'est pas en situation de handicap, mais par contre, le turnover est clairement réduit, voire quasiment éliminé sur ces fonctions-là aussi. Donc, Mireille, tu voulais intervenir, je crois. Oui, bien sûr. D'abord, effectivement, ce que vient de dire Céline est très vrai. Quand on se met à mettre en place une intégration, à repenser son intégration, il y a un deuxième effet qui se coule qui fait que ça bénéficie à tout le personnel. Et l'idée, du coup, c'est de former les personnes qui vont faire le recrutement. Alors, suivant la taille de l'entreprise, ça va être le patron, ça va être un chef d'équipe, ça va être des équipes RH. C'est de les former à comment faire passer un entretien de recrutement qui va être axé, non pas en entretien de recrutement, on ne va jamais poser la question de quel est votre handicap, parce que, un, c'est interdit par la loi, et deux, ça ne veut rien dire. D'accord, mon handicap, n'importe quoi, c'est d'être sourd, mais est-ce que ça veut dire qu'en étant sourd, j'ai besoin de lire sur les lèvres, je suis bien appareillée et j'entends bien que je sois sourd, etc. Donc ça ne veut rien dire de connaître le handicap. Par contre, la vraie question, c'est quels sont vos besoins d'adaptation. C'est ça. Et du coup, cette question, elle peut être posée à n'importe quel salarié. Il y a des gens qui n'ont pas de handicap reconnu, mais qui, effectivement, ont besoin de travailler dans tel ou tel contexte. Donc, ça passe par ça pour commencer.
C'est vrai que quand on travaille avec tous les organismes qu'on a pu décrire, l'avantage, c'est que du coup, la personne va pouvoir être accompagnée par un job coach, un référent, qui va aider justement à l'adaptation du poste et qui va pouvoir dire, là je parlais moi par exemple des personnes autistes, si par exemple, enfin, souvent il va y avoir un ergonome, un ergothérapeute qui va pouvoir venir sur le poste et préconiser des adaptations. Donc ça, bien sûr, il faut former le manager. Une autre chose qui est importante, donc tu parlais du référent handicap, enfin Thomas parlait du référent handicap. Une autre chose qui est importante, et André joue ce rôle spontanément chez Stern, c'est l'histoire du parrain, c'est même pas un tuteur, parce que le tuteur c'est très officiel, mais c'est une personne qui effectivement a envie de se mettre dans cette position d'accueillir les nouveaux et de les aider. Et donc, autant que possible, ce n'est pas une personne qui a un lien hiérarchique avec la recrue. C'est bien une personne qui, du coup, va venir le chercher au moment des pauses café, etc. Les personnes en situation de handicap psychique, notamment, et donc autistes ou autres, ont effectivement du mal à comprendre les usages dans une entreprise. Et ça va beaucoup les angoisser. Et tu parlais de managers. Est-ce que tu as déjà eu des cas de managers qui ont été proclamés référents handicap ou qui se sont retrouvés avec des personnes en situation de handicap et qui n'étaient pas au courant? Oui, j'ai un très gros échec de ce point de vue-là récemment. C'est sur des échecs qu'on se construit. Oui, mais tout à fait. Mais n'empêche que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un garçon autiste que j'accompagne. Il a annoncé à l'employeur qu'il viendrait accompagner à l'entretien, donc c'était le cas. Et l'employeur, à la fin de l'entretien, en gros, avait déjà pris sa décision. Il n'en avait pas du tout parlé au directeur de site et encore moins à la responsable comptable. Et ensuite, j'ai quand même obtenu qu'on se fasse un café une semaine après. Donc, on se fait un café avec tout ce monde-là. Et j'avais aussi obtenu de lui vendre une demi-journée de formation à qu'est-ce que c'est l'autisme. Donc là, j'avais le directeur général, le directeur de site et la responsable comptable. Et là, la responsable comptable m'a raconté, à un moment où le directeur général n'était pas là, qu'en fait, elle avait appris un quart d'heure avant le café que son alternant était recruté et qu'en plus, c'était un garçon en situation d'autisme. Et donc déjà, là, on était un peu mal barrés. Et ensuite, ça a duré 4 mois. Et pendant 4 mois, elle ne s'est pas vue diminuer la charge de travail du service. Et d'une part, et d'autre part, ils ont refusé l'idée qu'un ergonome puisse venir voir comment ça se passait. Et donc, le garçon que j'accompagne s'est bloqué sur une première consigne. Et donc, voilà, on est allé à la catastrophe. Le contrat a été interrompu. Donc, effectivement, le recrutement doit se faire avec le manager direct. Le manager doit bénéficier d'une formation sur qu'est-ce que c'est que quelles vont être les conséquences de ce handicap-là dans le travail. Et puis, autant que possible, aussi une adaptation de la charge de travail du manager. Et est-ce qu'à l'inverse, tu as eu de belles histoires on ne s'est pas posé la question avant, mais est-ce que tu as eu aussi des révélations et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été déclencheur ou accélérateur? Alors, en fait, c'est une belle histoire, mais où au départ, le jeune ne voulait pas dire à l'entreprise qu'il était en situation de handicap. Mais il a eu la chance de tomber sur un manager absolument formidable. C'est une enseigne de bricolage dans le Nord-Isère. Et le jeune avait des problèmes de 10. Il avait donc des troubles de l'apprentissage. Et il a posé son CV parce qu'il avait des CAP d'électricien et de maintenance des bâtiments. Et il n'a rien dit. Et puis, donc, il a été recruté parce que le patron de cette enseigne, lui, il recrutait comme ça assez facilement. Et le garçon n'a rien dit et du coup, il avait du mal à apprendre. Et heureusement, là, il avait quand même marqué RQTH sur son CV. Donc, le manager a eu l'idée d'appeler Cap Emploi en disant « mais ce jeune a une RQTH, il ne veut pas nous en parler, qu'est-ce qu'on fait ?» Et moi, j'intervenais comme job coach sur ce territoire. Donc, du coup, Cap Emploi m'a appelé. J'ai pu aller en entreprise. On a pu discuter avec le jeune. Et surtout, là, c'est le manager qui, pour plein de raisons d'histoire personnelle que je ne connais pas forcément, avait vraiment envie que ça marche. Il a mis des objectifs aux jeunes qui étaient, par exemple, est-ce que tu veux bien qu'on en parle à l'équipe de tes difficultés d'apprentissage? Non, je ne veux pas que ça soit vous, mais moi, je vais y aller. Très bien, fais-le.
Et une fois que ça s'est fait, j'ai reparlé avec le manager un an après. Donc le jeune est toujours là. Il a signé son CDI le 16 mars 2020. Ça, c'est une grande fierté pour moi, hein, le matin du début du confinement. Et le manager m'a raconté qu'à partir de là, il y a eu une toute autre ambiance dans le service. Les gens sont devenus beaucoup plus attentifs les uns aux autres. Et que maintenant, du coup, quand des jeunes arrivent, quand des stagiaires arrivent, mais c'est même plus un souci. Et en plus, il y a un salarié, un peu sur l'exemple de André, qui s'est pointé un matin dans le bureau du manager en disant « Écoute, maintenant je sais quelles sont les difficultés du jeune. Moi, j'ai envie de le soutenir. J'ai envie d'être son tuteur. » Et voilà, donc là, qu'est-ce qui a fonctionné? Bon, le fait qu'effectivement, le tuteur s'est bien appuyé sur moi, qui était la job coach auprès de ce jeune. Et qu'après, il a fait autant de réunions que nécessaire, tripartites, où il y avait le jeune, lui et moi, pour qu'on puisse accompagner le jeune dans la prise de poste. Ça me fait réagir, Mireille, sur aussi ce qu'on entend beaucoup dans les entreprises qu'on côtoie, c'est effectivement pas mal de personnes en situation de handicap qui ne se déclarent pas, qui permettrait aussi à beaucoup d'entreprises déjà de préparer de l'accueil de ce handicap, mais aussi de répondre à leurs obligations légales, etc. etc. Comment on peut aujourd'hui faciliter ces déclarations? Est-ce que tu as des retours d'expérience? Peut-être Céline aussi, hein, si tu as des idées. Et aujourd'hui, comment on peut amener les personnes qui éprouvent peut-être des difficultés dans leur poste à pouvoir témoigner? Ah, il y a quelqu'un qui pose la question. Merci pour la question. Okay. Céline, tu veux répondre? Non, je n'ai pas vraiment d'idée là-dessus. En tous les cas, nous, effectivement, tu l'as dit ça déjà, Mireille, on ne demande pas quel est le handicap. Parfois, comme André, moi, il m'avait déjà raconté son histoire, mais je ne lui avais pas demandé, en fait. On ne demande pas. Et puis, par contre, on demande en général à l'ESAT qu'est-ce qu'on doit aménager et qu'est-ce qui doit se faire. Pour le cas du BE, on savait déjà que c'était une déficience visuelle et donc on savait ce qu'il fallait faire. Mais je ne sais pas comment inciter les gens à déclarer. Je pense que déjà, il faut enlever le tabou et dire que tout est possible. Voilà, déstigmatiser, je pense que ça passe par là en particulier. Mais bon, Mireille, tu as des idées justement là-dessus? Oui, pour moi, ça passe par la communication. L'entreprise, dans ce cas, a intérêt à s'appuyer sur des personnes qui sont en situation de handicap et qui se sentent bien dans l'entreprise. C'est exactement la vidéo qui a été faite avec André. Je pense que le plus important, c'est ça, c'est de transformer en... Alors, évidemment, on est pour le Positive Workplace. Donc, je pars du principe qu'autour de la table, là, enfin, autour de l'écran, ce sont des entreprises où on essaye d'avoir un management bienveillant, etc. Donc, quand on est dans ce contexte-là, l'idée, c'est d'encourager certaines de ces personnes, de ces salariés déjà en poste, de devenir des ambassadeurs et de communiquer là-dessus, de dire, bah voilà, moi, il le dit bien comme il veut, j'ai une RQTH, peu importe, ça peut être juste ça, j'ai une RQTH, je suis chez Positive Workplace, je me sens bien, etc. Mais que ce soit... Donc là, on reboucle avec des sujets de comment on communique aujourd'hui sur cette société. C'est faire témoigner des personnes. Oui, faire témoigner. Ouais, tout à fait, faire témoigner et diffuser, enfin rendre accessibles ces témoignages. Ça peut vraiment être une politique de communication. Tu sais, tu m'avais mis en contact avec une entreprise de la région parisienne et on était arrivé à cette idée-là. Non, je crois que c'est Florian qui m'a mis en contact. Okay. Et effectivement, pour moi, c'est cette idée-là. On peut faire toutes les déclarations qu'on veut. Il faut surtout, c'est mieux si c'est les personnes elles-mêmes qui prennent la parole et qui disent, bah voilà pourquoi je me sens bien dans cette société. Alors bon, trouver des personnes qui ont envie de communiquer publiquement là-dessus, c'est une autre affaire. Ça peut être aussi, effectivement, disons que si une personne a été recrutée, de l'inciter à communiquer après vers ses propres réseaux liés au handicap. Après, moi, si je peux ajouter un point également, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui ne sont pas conscients forcément de leur handicap. Et donc, ces gens-là, ils ne vont pas forcément se manifester parce que le handicap est multiple. Ça peut être du diabète, des problèmes rénaux, certaines maladies invalidantes. Et d'où le rôle de sensibilisation qu'a l'entreprise des référents handicap.
Thomas a parfaitement raison. Et je parlais d'HandiShare tout à l'heure, donc qui est une entreprise adaptée sur Lyon, sur les métiers de l'administratif. Et une des forces de HandiShare, c'est qu'en fait, ça a été créé par une personne qui s'appelle Patricia Gros. Et Patricia Gros communique toujours là-dessus. C'est dans son storytelling. Elle raconte sa propre histoire qui l'a amenée à avoir un handicap. Et effectivement, Thomas a raison. Je connais particulièrement bien le champ de l'autisme et il y a déjà beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils sont autistes et qu'ils pourraient à ce titre demander une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. C'est pour ça que je reviens sur ce qui a pu être dit par Céline et ce que je disais sur les entretiens. C'est vraiment à toute personne qu'on recrute, on peut lui poser la question de quels sont vos besoins. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne savent pas du tout, par exemple, qu'elles sont autistes, mais qui ont besoin de travailler au calme. Au calme, oui, tout à fait. Par exemple. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Mireille et Céline, pour vos interventions. Il est 11h55 et on met toujours un point d'honneur à être à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut poser une dernière question en direct, si vous le voulez, ou dans le chat? Sinon, ce que je vous propose, c'est de conclure cet atelier par l'engagement vers la suite. Déjà, en 2 mots, parce qu'il y a quand même, peut-être des personnes qui ne nous connaissent pas. Positive Workplace, c'est quoi? C'est un label RSE, même si ça peut faire penser au bien-être au travail. C'est vraiment un label RSE. On étudie la partie sociale, sociétale, environnementale d'une entreprise et on est vraiment un label anti-greenwashing. Je pense que déjà, les personnes qui ont pu témoigner aujourd'hui peuvent bien nous représenter, mais en plus de ça, on interroge les parties prenantes, salariés, clients, fournisseurs dans la démarche, qui compte pour la moitié de la note. Et en fait, le couplage entre vos engagements sur notre référentiel qui au 1er septembre, va être libre et gratuit pour tout le monde, et les enquêtes parties prenantes permettent vraiment d'avoir une stratégie RSE qui est à la fois authentique et qui inclut les parties prenantes dans la démarche et qui n'est pas dans l'autodéclaration. Et ça, c'est un point d'honneur chez nous, d'avoir vraiment cette double voie entre la voie de l'entreprise et la voie des parties prenantes. Notre autre métier, je passe rapidement dessus, c'est la mise en place de systèmes de notation de votre panel fournisseur. On travaille avec la Redoute, Cdiscount, l'Ireco et d'autres sur ces sujets-là. En gros, quand vous envoyez des évaluations à l'époque sous format Excel ou Google Form ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on a facilité, informatisé tout ça, qui fait que vous avez une vision et hyper simple des engagements de vos collaborateurs, de vos partenaires. Pour conclure, on a nos prochains ateliers. Le prochain atelier, c'est le 22 septembre. Désolé, j'attends en même temps. Le prochain atelier, c'est le 22 septembre sur les nouvelles normes et réglementations RSE. Donc, Thomas, normalement, va nous mettre en lien, en commentaire, le lien vers cet atelier qui va être franchement intéressant. Il y a plein de nouvelles réglementations qui arrivent, notamment la CSRD qui est en train de se structurer fortement. Donc, vraiment, j'invite tout le monde à y participer. Ça vous concerne tous et toutes. Et puis, venez nombreux nous retrouver à ProDurable en septembre, où nous avons carrément un village Positive Workplace. Il y a 3 ans, nous faisions notre première apparition, nous étions seuls. L'année dernière, nous étions 5 entreprises. Cette année, nous serons 10 entreprises présentes lors de ce salon. Et donc, on a décidé de s'unir, de créer un village tous ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sera juste à l'entrée, devant les escaliers. Donc, vous ne pourrez pas nous rater. Venez prendre un café. On prévoit un petit temps goûter vers 17h le 13 et le 14 septembre. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Charles, il y a Marjorie qui pose une question. Tout à fait, c'est ce que je viens de faire. J'arrête l'enregistrement, excusez-moi, et du coup, je laisse la voix.